Ce fut lui qui la retint, presque machinalement, à cause peut-être de l'émotion bizarre que le contact fugitif de son corps avait éveillée dans le sien, une émotion qui lui avait rappelé un peu ce qu'il avait éprouvé devant Judith. « Tu me sauves plus que la vie. Dis-moi comment je peux t'en remercier. » Il l'entendit rire et vit, dans l'ombre, briller ses dents, en venant couper ma corde le jour où l'on voudra me pendre. « Pourquoi voudrait-on te pendre, Manon ? J'appartiens à Yann Maudan, et un jour ou l'autre, on l'arrêtera. Ce jour-là, il faudra bien que je le suive jusqu'au bout. »« Tu es sa maîtresse ? » ?»« Oui. Et il tient à moi. Mais c'est à toi que je voudrais donner ce qu'il prend chaque nuit. Écoute, près de la porte du bourreau, à main droite, il y a une masure sans étage. Ma sœur vit là-bas. J'y vais souvent le dimanche soir, à la nuit close, pour ne pas lui faire tort. Si tu veux de moi, viens m'y rejoindre un de ces soirs-là. Tout compte fait, je crois que ce sera encore la meilleure façon de me dire merci. Donc je reprends, on continue le Gerfaut des Brumes, Juliette Benzoni, les Canons d'Yorktown. On avait découvert, en plus de la petite dédicace de notre cher ami Oulip ici présent, le chapitre 1. On est accompagné de Gilles qui sera notre jeune personnage principal, qui a actuellement 15-16 ans. Et je ne vais plus là regarder le chat, ça y est. Et on va passer au chapitre 2, intitulé L'homme de Nantes. Chapitre 2. L'homme de Nantes. Situé dans le faubourg d'Auray, hors des murailles de Vannes, le collège Saint-Yves, jadis fondé par la Compagnie de Jésus, n'avait rien d'un lieu de délices. C'était, autour d'une immense cour encombrée d'herbes folles et de graviers, des bâtiments sévères et plutôt délabrés auxquels leur situation en contrebas de la cour valait de recueillir les jours de pluie toutes les eaux de ruissellement qui transformaient les classes en autant de marécages. Dans un coin, une tour carrée, les barbins, servaient de local disciplinaire et tenaient suffisamment de place pour ne pas se laisser oublier. Quant aux classes, dallées de pierres branlantes, elles étaient meublées de chairs élevées qui avaient au moins l'avantage de mettre les professeurs au sec et de bancs de bois sur lesquels les élèves s'alignaient, leur écritoire sur les genoux. Ils y gelaient l'hiver et, quand, les jours de pluie, le concierge oubliait de jeter de la paille, ils y marinaient les pieds dans l'eau. On y apprenait le français, les mathématiques, la physique, l'histoire et la géographie à dose modeste et le latin à dose massive. La discipline y était rude, les idées étroites et sévèrement contrôlées. Pour avoir un jour ramassé dans la rue et glissé dans ses livres un fragment de gazette, Gilles avait subi 20 coups de discipline et 1 heure de prière à genoux sur les dalles de la chapelle. Gilles retrouva tout cela sans joie, avec cependant un curieux sentiment de sécurité. Entre les murs lépreux de Saint-Yves, résonnant des phrases ronflantes de Cicéron ou des maximes de l'Ecclésiaste, l'image provocante de Judith s'estompait dans les brumes dont s'enveloppent les personnages de légende. Elle semblait appartenir au monde mystérieux des étangs et des arbres, à ce peuple immatériel dont les formes légères entellent la proche forêt de Pimpon, l'antique Brocéliande. Elle était une fée, aperçue dans un songe. Elle était Morgane. Elle était Viviane. Elle n'était plus tout à fait Judith, et c'était autant de gagné pour la tranquillité d'esprit du garçon. Quant aux études, on ne pouvait dire qu'il leur fût solidement attaché. Passionné d'histoire, de géographie et de sciences naturelles, il était cependant mal noté à cause de l'aversion irrémédiable qu'il portait au sacro-saint latin.
à cause aussi d'un caractère à la fois téméraire et indépendant que ses maîtres ne considéraient pas sans une certaine inquiétude. En dehors de cela, il ne détestait pas les lettres. Quant aux mathématiques, il les fréquentait comme des relations utiles, mais que l'on ne tient pas à avoir trop souvent. En résumé, il était un élève très moyen et sur lequel les pères de Saint-Yves ne comptaient nullement pour porter au pinacle la réputation de leur collège. Il retrouva aussi la petite chambre qu'il occupait habituellement rue Saint-Gwenaël, chez une vieille demoiselle qui, moyennant une modeste rétribution, lui assurait le gîte et un couvert peu abondant. Le dit gîte consistait en une pièce exiguë, mal meublée, sans rideaux ni tapis, mais dont la haute fenêtre et les lambris poussiéreux avaient de la noblesse. En outre, dans sa cheminée, Gilles pouvait, l'hiver, faire griller des châtaignes afin d'apaiser un appétit rarement satisfait par les soupes trop claires de sa logeuse. Et puis, il s'y sentait chez lui. Bien plus que chez sa mère, car il y était seul avec ses rêves et les pauvres trésors qui constituaient ses biens propres, quelques vêtements d'une simplicité déprimante, quelques objets de toilette, des coquillages et des pierres bizarres ramassées durant ses courses à travers les grèves et la campagne. Des livres aussi. Ce que ses études rendaient nécessaire, bien sûr, mais aussi 2 ouvrages parfaitement scandaleux chez un futur prêtre, Le siècle de Louis XIV de Monsieur de Voltaire et L'Émile de Jean-Jacques Rousseau, dont le jeune homme faisait ses délices. Tout cela formait un petit univers bien clos, dans lequel, après sa fuite de Kervignac, Gilles pensait se retrouver lui-même. Mais il s'aperçut bien vite que ce n'était plus possible, car Judith s'insinuait jusque dans ses lectures. Les belles captives d'Alexandre le Grand ou la reine Cléopâtre lui devenaient étrangement semblables, coiffées de feu et pétries de chair lumineuse. Alors, il jetait le livre dans un coin avec rage et toute la nuit se retournait sur son matelas de varech sans parvenir à trouver le sommeil. Vers le matin, parfois, il réussissait à s'endormir. Mais les songes que lui valait l'éveil brutal de sa virilité l'emportaient dans des abîmes insoupçonnés d'où il émergeait au réveil, haletant, inondé de sueur et le cœur cognant lourdement dans sa poitrine. Ces malheureux rêves le laissaient plein d'angoisse et de honte. Tellement qu'aux approches de Noël, il n'osa pas les avouer à son confesseur et négligea de se présenter au tribunal de la pénitence comme l'exigeait la règle du collège. Au jour fixé pour qu'il se soumît avec sa classe à cette rituelle toilette de l'âme, il resta au logis. Au jour fixé pour qu'il se soumît avec sa classe à cette rituelle toilette de l'âme, il resta au logis en se déclarant malade. Il ne mentait d'ailleurs qu'à moitié. La seule idée d'évoquer dans l'ombre poussiéreuse d'un confessionnal sentant le moisi et l'haleine forte d'un prêtre invisible la forme inconsciemment voluptueuse de Judith lui donnait envie de vomir. Et il se promit, si d'aventure à son retour on le contraignait à se rendre malgré tout à la chapelle, de ne rien dire de ce qui hantait ses nuits et son cœur. Dût-il pour cela mentir en face de Dieu lui-même? C'était, il le savait, un grave coup de canif donné au contrat que sa mère avait passé en son nom avec le ciel. Mais il trouvait à sa révolte nouvelle une espèce de délectation amère, comme un goût de revanche. L'impression de discuter avec le Seigneur d'égal à égal. Le lendemain de son prétendu malaise, comme il quittait, à l'heure habituelle, sa maison de la rue Saint-Gwenaël pour se rendre à Saint-Yves et longeait les murs de la cathédrale dans la grisaille froide du jour levant, il rencontra l'un de ses camarades, Jean-Pierre Quérel, qui était fils du meilleur charpentier de navires du port. Jean-Pierre, bien qu'il eût ses livres sous le bras, courait à toutes jambes dans une direction nettement opposée à celle du collège. Aussi, Gilles, quoiqu'il fréquentât peu ses condisciples pourvus d'un père régulier, moitié par sauvagerie naturelle, moitié par orgueil,
ne résista pas à la curiosité et l'appela. « Où cours-tu si vite, Jean-Pierre Quérel ? Tu sais que tu tournes le dos à Saint-Yves ? Tu as perdu ta boussole ?» L'autre s'arrêta net. « S'agit-il bien du collège ?» fit-il en haussant les épaules. « Tu n'as donc point entendu le canon quand les coqs ont chanté ? Paraît que le Saint-Nicolas, le vaisseau de monsieur de Saint-Pazanne, dont on était sans nouvelles depuis si longtemps, vient d'entrer dans le port. Je veux voir ça. Viens-tu ? Il arrive des Indes occidentales. » Gilles ne se fit pas répéter l'invitation. Depuis 18 mois que la France et l'Angleterre étaient en guerre et s'étripaient à grand renfort de boulets ramés et de sabres d'abordage sur une large partie de l'Atlantique, c'était chose trop rare qu'un vaisseau retour des Antilles, surtout dans le port de Vannes. La plupart des grandes pyramides de toile, qui tiraient leur bordée sur tous les océans du monde, touchaient terre habituellement au quai de l'Orient, siège de la Grande Compagnie des Indes, ou à ceux de Nantes, capitale française du trafic des esclaves noirs. Mais l'armateur Sainte-Pazanne, têtu et indépendant comme un vrai descendant des anciens Vénètes, n'avait jamais vu l'utilité de faire aborder ses vaisseaux, d'où qu'ils vinssent, ailleurs qu'en face des fenêtres à petits carreaux verdâtres de ses bureaux. Malgré le brouillard et le froid, vif pour cette contrée de Bretagne, car il gelait à pierre fendre, il y avait foule sur le port. Une foule joyeuse, toute sonore du claquement des sabots, crêtée de coiffes blanches comme les vagues d'écume par gros temps. Le Saint-Nicolas était là, énorme, ventru, installé dans les brumes de la rivière comme une poule dans son nid. Mais une poule qui aurait beaucoup souffert. Le sel avait rongé les couleurs de sa coque. Ses voiles, que des diables maigres perchés sur les vergues ferlaient en réalisant des prodiges d'équilibre, étaient sales et rapiécés. Quant aux matelots eux-mêmes, avec leurs barbes de prophètes et leurs corps vernis de crasse, ils ressemblaient plus à des sauvages qu'à d'honnêtes fils de la vieille Bretagne. Mais toute cette misère, qui dénonçait la souffrance, ne parvenait pas à éteindre la joie du retour triomphant, les cales pleines d'indigo, de sucre et de bois précieux qui allaient se changer en écus d'or sonnant sur l'acajou des comptoirs, en belles pièces d'argent au creux des mains calleuses et en fabuleuses histoires que l'on raconterait à la taverne de Mamgoz, dans la fumée des longues pipes de terre et dans l'odeur du cidre mousseux. Perché sur une borne, où il s'était hissé pour mieux dominer la foule, le cou tendu, les deux garçons regardaient tout cela sans mot dire, mais avec des yeux étincelants. Ce fut Jean-Pierre qui parla le premier. Brusquement, serrant les dents, il lâcha « Je veux naviguer. Quand le Saint-Nicolas reprendra la mer, je partirai avec lui. » Gilles tourna vers lui un regard surpris. « Je croyais que ton père te faisait étudier pour devenir notaire. On dit que pour ça, il a économisé toute sa vie. » »« Je sais. Eh bien, il gardera ses écus dont je ne veux pas. Ce que je veux, moi, c'est la mer. Depuis que je suis né, je le vois construire de grands, de beaux navires sans jamais imaginer les soleils qui les verront passer. Moi, je verrai ces soleils-là. Au diable les notaires !» Et, pour mieux montrer le peu de cas qu'il faisait de la profession, Jean-Pierre cracha comme un chat en colère. Gilles ne répondit pas tout de suite. Un moment, il scruta le visage tavelé de son camarade. Ses yeux délavés, enfouis sous des sourcils touffus, sa taille courtaude mais solide, et il ne put s'empêcher de sourire. Jean-Pierre était fait pour rédiger des actes solennels au fond d'un cabinet bien ciré, comme lui-même, pour dire la messe et confesser les vieilles filles. Et tout à coup, il se sentit proche de ce garçon avec lequel, jusqu'à présent, il n'avait entretenu que de vagues relations. Le lien invisible, brusquement surgi entre eux, c'était l'océan qui venait de le tresser.
L'océan, familier et inconnu dont il rêvait depuis l'enfance comme d'un paradis tumultueux. L'océan interdit sur lequel jamais sa mère ne lui permettrait d'embarquer. Mais, en face de ce vaisseau qui apportait avec lui toutes les senteurs violentes des horizons lointains, il repoussa vigoureusement la pensée de Marie-Jeanne, comme si sa seule évocation eût constitué une insulte aux glorieuses meurtrissures de ce courant d'infini. Aux glorieuses meurtrissures de ce coureur d'infini. Moi aussi, dit-il enfin comme si les paroles lui étaient arrachées par une force inconnue. Moi aussi, je prendrai la mer. Un jour. Jean-Pierre glissa vers lui un sourire en coin et haussa les épaules, avec un rien de dédain. Toi, t'es encore plus mal loti que moi. Tu vas être curé. Il s'était mis à ricaner. Mais Gilles darda sur lui un regard si glacé qu'il en resta pantois et devint tout rouge. « Curé !» fit le jeune goélo avec une inquiétante douceur. « Sache, mon bonhomme, que je ne le serai jamais. Sache aussi que je ne veux plus que l'on m'en parle. Compris ?»« Compris ?» admit l'autre. « Mais comment feras-tu ? On dit que ta mère a décidé. Elle a décidé, en effet. Mais moi, je ne veux pas. Je ne veux plus. Et ce soir même, je lui écrirai. Et si elle refuse de t'écouter ? Si elle exige que tu ailles au séminaire, tu sais qu'elle a le droit de t'y faire conduire par la maréchaussée ? Eh bien, je m'enfuirai. » Il y eut un silence que les deux garçons employèrent à descendre de leur borne. Aussi bien tous les matelots étaient à terre maintenant, et la foule se dispersait afin de retrouver la chaleur des maisons ou des cabarets. Un instant, Gilles et Jean-Pierre demeurèrent plantés, l'un en face de l'autre, s'observant comme s'ils se rencontraient pour la première fois. Ils se sentaient timides tout à coup, gênés, comme si les années d'indifférence s'opposaient à une véritable amitié. L'horloge d'une église voisine sonnant une demie les sauva du silence. Jean-Pierre eut un sourire embarrassé. « Il faudrait peut-être y aller, » fit-il. « On est sérieusement en retard maintenant, et j'ai idée qu'on va avoir droit au barbin, » ajouta-t-il avec une grimace comique. Gilles lui rendit franchement son sourire. « Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais tu ne crois pas que ça en valait la peine ?» Tous deux se mirent à courir pour remonter la rue en pente, moins par crainte des coups de baguette qui s'abattraient tout à l'heure sur leurs épaules, et dont tous deux avaient une expérience suffisante pour n'y attacher qu'une importance relative, que pour se réchauffer. Mais quand le grand portail de Saint-Yves, 2 fois centenaire, fut en vue, Jean-Pierre, qui n'avait rien dit durant tout le trajet, s'arrêta brusquement. « Dis-moi, » fit-il, « t'étais sincère tout à l'heure quand tu disais vouloir t'embarquer ? » ?»« Naturellement, j'étais sincère. Pourquoi ? Alors écoute, ce soir, quand la cathédrale aura sonné 9 heures, rejoins-moi à l'angle de la rue des Halles, devant Vannes et sa femme. » Vannes et sa femme, là dans le texte, il y a un petit signet qui renvoie et qui explique figures anciennes de bois sculptés, un peu grotesques, dont les gens de Vannes avaient fait en quelque sorte leur emblème. « Ne pose pas de questions, » ajouta-t-il en voyant Gilles ouvrir la bouche. « Je t'emmènerai dans un endroit qui t'intéressera. Maintenant, allons nous faire corriger, et à ce soir. À ce soir, j'y serai. » La correction fut double pour Gilles, qui, pour une excuse aussi futile qu'un malaise, avait manqué la confession. On lui enjoignit d'ailleurs, dès sa sortie du barbin, de se rendre à la chapelle afin de s'y présenter au prêtre de service et y dire 2 chapelets en sus de la pénitence qui lui serait imposée. Il accepta le tout sans protester, soutenu par la perspective nouvelle que les paroles de Jean-Pierre avaient ouverte devant lui.
Il fit délibérément une confession incomplète, rompant ainsi pour la première fois avec des scrupules de conscience qui lui semblaient maintenant hors d'âge et incompatibles, surtout avec les aspirations de l'homme qu'il était en train de devenir. Et au dernier coup de 9 heures, les épaules encore endolories, mais le cœur plein d'espoir, il arpentait le pavé gras de la petite place déserte et noire à cette heure nocturne sur laquelle régnaient les 2 petits personnages tutélaires de la cité. Pour la première fois, depuis son plongeon dans le Blavet, la pensée de Judith avait desserré l'espèce d'étau qui tenait prisonnier l'esprit du jeune homme. C'était un avenir paré de toutes les brumes bleues de l'aventure que Gilles songeait en battant la semelle au cœur de cette froide nuit. Jean-Pierre surgit de l'obscurité comme un diable de sa boîte sans faire plus de bruit qu'un chat. « Allons-y » fit-il seulement. Comme le matin, les 2 garçons se dirigèrent vers le port, seule partie de la ville qui montrât encore quelque activité, car Vannes était une cité sage et pieuse dont la vie se réglait sur les cloches de sa cathédrale et de ses couvents. « Où m'emmènes-tu » demanda Gilles, comme ils débouchaient tous 2 de la porte Saint-Vincent. Pour toute réponse, Jean-Pierre désigna, sur le quai, une vieille bâtisse, dont l'encorbellement retombait comme une lourde paupière au-dessus de 2 petites fenêtres basses qui clignaient dans la nuit leurs yeux rougeoyants. « On va là !» Gilles fit la grimace. Bien qu'il n'eût jamais fréquenté les tavernes du port, il connaissait suffisamment la ville pour savoir que le cabaret de l'Hermine Rouge y jouissait d'une réputation détestable. Yann Maodan, le patron, ou Yann Maodan, le patron, se montrait d'autant moins difficile sur le choix de ses clients qu'il avait, jadis, sur le printemps de sa jeunesse folle, fauché le Grand Pré. Faucher le Grand Pré, pareil, c'est indiqué, ça veut dire ramer aux galères. Le Grand Pré, l'océan. Donc faucher le Grand Pré, durant 3 de ses plus belles années, à seule fin d'endurcir quelque peu des mains dont la souplesse égalait l'habileté. Chez lui, le contrebandier en quête d'un supplément d'équipage, le mari jaloux à la recherche d'un espion, voire le chef de bande désireux de réassortir une troupe ébréchée par la justice de la sénéchaussée, étaient à peu près certains de trouver l'objet de leur désir. Mais il était bien évident que l'on y rencontrait fort peu d'élèves de Saint-Yves. Aussi, voyant son camarade dégringoler les marches qui menaient à la porte basse avec l'aisance d'un habitué, Gilles ne put-il s'empêcher de le retenir par le bras. « Tu as déjà été dans cette maison » demanda-t-il sévèrement. Jean-Pierre haussa les épaules et détourna les yeux, mais il y eut du défi dans sa voix quand il répondit « Bien sûr, quand on a dans l'idée de s'embarquer clandestinement, il vaut mieux ne pas faire le difficile. Il y a là un homme qui peut nous aider. » Tu connais la réputation de l'Hermine Rouge, mais as-tu déjà songé à ce qui se passerait si ton père ou le père principal apprenait que l'on t'a vu ici ? Rassure-toi, j'y ai pensé. Mais on ne fait pas l'omelette sans casser les œufs. Maintenant, si tu crains pour ta réputation, libre à toi de rebrousser chemin. Seulement, je commence à me demander si tu ne ferais pas mieux de te faire curer. Si j'ai besoin d'un conseil au sujet de mon avenir, je te le demanderai, riposta Gilles sèchement. Cela dit, je te suis, puisqu'apparemment tu sais ce que tu fais. Sur les talons de son camarade, il pénétra dans la taverne comme on plonge en se retenant de respirer. Il pensait atteindre un univers infernal, fait de bruit et de fureur, plein de querelles, de cris et de chants d'ivrogne. Or, on y entendait moins de bruit que dans une classe de Saint-Yves. Du seuil, il aperçut, moutonnant dans la fumée bleue des pipes, des dos diversement coloriés, des têtes plus ou moins hirsutes penchées sur les tables où reposaient les coudes et les gobelets de rhum. Tous ces hommes parlaient entre eux à voix contenue,
débattant discrètement d'affaires qui, pour être louches à la grande majorité, n'en étaient pas moins pour eux d'un intérêt puissant. Et malgré la présence de 2 servantes décolletées aux limites de l'indécence, aux limites de la décence, qui passaient entre les tables chargées de lourds plateaux, l'endroit n'évoquait en rien l'idée du plaisir. Quant à Yann Maodan, lui-même, appuyé des 2 poings à son comptoir de noyer crasseux, il laissait planer sur l'assemblée un regard d'empereur auquel rien n'échappait. Ce regard saisit les 2 garçons, s'orna d'une grimace qui, à la grande rigueur, pouvait passer pour un sourire et, traversant la salle, alla achever sa trajectoire sur une table du fond à laquelle un homme seul était installé. « Oh, le Nantais !» cria-t-il. « Du monde pour toi !» L'interpellé tressaillit, arma son visage d'un sourire qui lui allait comme une rose à un crocodile, et, ôtant de sa tête en forme de pain de sucre un tricorne superbement galonné d'or qui n'avait pas dû être fait pour elle, l'agita gracieusement en direction des 2 garçons qui se faufilaient entre les tables. « Te voilà, son !» chuinta-t-il, découvrant 3 dents, restées étonnamment blanches au milieu d'une incroyable collection de chicots brunâtres. « Viens-tu me dire que tu as réfléchi ?»« Oui, monsieur, et je suis décidé. » Le tricorne oscilla aimablement. « Bien. Et celui-là, qui c'est ? » ?»« Un ami. Nous sommes dans la même classe. Lui aussi est décidé. » »« Un instant, » coupa Gilles. « J'aimerais tout de même savoir à quoi je suis décidé. » Le Nantais ne lui plaisait pas. Brusquement rétréci, ses prunelles glacées, d'un bleu d'acier, se mirent à fouiller le visage de cet homme comme s'il cherchait à lui arracher le secret de ses pensées. Sous le crâne pointu, il y avait une figure charnue, au sourire trop large, au long nez fendu, aux petits yeux noirs brillants comme des perles de jais, une figure propre d'ailleurs, bien rasée, et qui n'eût pas été autrement désagréable sans l'incessante mobilité d'un regard impossible à saisir et sans cette façon irritante qu'avait le Nantais de passer continuellement sa langue sur ses lèvres à la manière d'un matou qui se pourlèche. Un éclair de colère brilla dans ses yeux instables, mais ce ne fut qu'un éclair, et il s'éteignit comme une chandelle soufflée par le vent. L'homme haussa les épaules en éclatant d'un rire bonasse. Décidé à naviguer, pardi. Tout comme ce bon garçon qui brûle de conquérir fortune et gloire sur les vastes mers et de contempler la splendeur de toutes les merveilles de l'univers. Et vous avez le pouvoir de nous donner tout cela ? Fit Gilles froidement. Une profonde affliction se peignit sur la figure du Nantais, et il regarda Jean-Pierre d'un air de douloureux reproche. « Ça, mon garçon, est-ce que tu n'y aurais rien dit ?»« Non, monsieur, je pensais qu'il valait mieux que ce soit vous. Et puis, vous m'aviez recommandé d'être discret. »« Ouais, c'est bien vrai, fils, c'est bien vrai. La discrétion est une grande chose. Ma pauvre mère disait toujours que dans les affaires importantes, il valait mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Eh bien, asseyez-vous, garçon. Et écoutez-moi. Oh là, Manon, des gobelets pour ces jeunes gentilshommes. » L'une des servantes s'approcha. Levant les yeux machinalement, Gilles vit qu'elle le regardait, qu'elle était blonde, assez jolie, et qu'elle ne devait pas être beaucoup plus vieille que lui.
Silencieusement, mais sans le quitter des yeux, elle posa 2 gobelets d'étain sur la table, puis s'éloigna comme un regret en poussant un soupir, tandis que le Nantais empoignait la grosse bouteille noire posée devant lui. Le parfum du vieux rhum antillais s'éleva, emplit les narines des 2 garçons comme un rappel subtil de ces pays lointains auxquels le Nantais venait de faire allusion. En même temps, celui-ci entamait une sorte de prêche grandiloquent, destiné uniquement à persuader son jeune auditoire de ce que l'éclat de leur avenir dépendait uniquement de son génie personnel. Mais malgré l'espèce de révérence qu'il montrait au bonhomme, Jean-Pierre trouva ce préambule un peu long. « Nous sommes tout prêts à vous être reconnaissants, monsieur, » coupa-t-il. « Mais, s'il vous plaît, parlez-nous de l'Amérique et des insurgents. » Gilles, qui commençait à trouver le Nantais non seulement antipathique, mais assommant, sentit son intérêt s'éveiller. Les nouvelles du monde n'étaient guère commentées dans les classes de Saint-Yves et dans les nobles rues de Vannes, où l'on ne s'intéressait pas beaucoup à ce qui se passait chez les sauvages de l'autre côté de l'Atlantique, sauf bien entendu quand une affaire commerciale était en jeu. La guerre anglaise, qui tenait la mer si proche, offrait un intérêt bien plus puissant aux yeux d'une cité qui se souvenait d'avoir longtemps abrité le Parlement de Bretagne. Néanmoins, les jeunes habitants de la rue Latine ou de la rue Saint-Gwenaël n'avaient pas été sans capter des bruits en forme de romans d'aventure récoltés au hasard d'une flânerie autour de l'hôtel de M. de Limur, lieutenant général de l'Amirauté, ou autour des casernes du régiment de Walsh. Le régiment de Walsh, c'est une petite indication, c'est un régiment irlandais aux ordres du comte de Walsh-Serran, habituellement cantonné à Vannes. Depuis quelques mois, et surtout depuis le réveil de la guerre avec l'Angleterre, on y parlait avec sympathie de la révolte de 13 colonies anglaises d'Amérique qui, depuis 1776, s'était transformée en guerre ouverte. L'agitation y couvait depuis 1765. Depuis que l'Angleterre, essoufflée par la guerre de 7 ans, et pour éponger une dette publique de 140 millions de livres sterling, avait prétendu faire accepter à ses colonies d'outre-Atlantique la majeure partie de la dette en question au moyen d'un droit de timbre sur tous les actes officiels. Réunis dans la ville de New York, les délégués de ces colonies avaient proclamé leur refus d'un impôt qu'ils n'avaient pas voté. L'Angleterre avait réagi. Et de fil en aiguille, l'agitation, devenue révolte, avait poussé les Américains à réclamer leur indépendance et à entrer en guerre contre la métropole. On disait qu'un soldat de génie, le général Washington, menait le combat de ces hommes déterminés qu'en Europe on nommait les insurgents, et que, depuis longtemps déjà, il avait demandé l'aide du roi de France. 3 ans plus tôt, les gens de Vannes avaient même vu l'ambassadeur des insurgents s'arrêter un soir de décembre à l'hôtellerie du Dauphin couronné. C'était un vieil homme corpulent, plein de bonhomie et de finesse, portant lunettes, dont les cheveux étaient longs mais le sommet du crâne chauve, et qui coiffait le tout d'un curieux bonnet de fourrure. Il était accompagné de 2 jeunes gens, ses 2 petits-fils, et il avait déclaré s'appeler Benjamin Franklin. En route pour Paris. On disait encore que c'était un grand savant connu dans le monde entier qui savait enchaîner la foudre. Les Bretons en avaient conclu qu'il était un peu sorcier. L'ancienne forêt de Brocéliande était trop voisine pour que le souvenir de l'enchanteur Merlin ne fût pas toujours prêt à reparaître. On disait enfin, avec une indulgence agacée, qu'un jeune officier auvergnat de l'entourage royal, aussi grand fou que grand seigneur, avait frété un navire malgré le roi, alors peu décidé à en découdre avec l'Angleterre, et s'en était allé combattre pour la liberté américaine, qu'il en était revenu en mauvais état, mais suffisamment vigoureux encore pour supplier Louis XVI de voler au secours des insurgents. Et ces derniers temps, les bruits courant autour des casernes soufflaient que le roi allait peut-être répondre à l'attente du Congrès américain en lui envoyant enfin l'or et les hommes dont il avait si grand besoin. Toutes ces rumeurs enfiévraient les jeunes têtes de Saint-Yves. Il y avait surtout ces mots, si nouveaux et si exaltants, de liberté et d'indépendance.
Gilles, pour sa part, en regagnant Vannes avec un cœur plein d'amertume, les avait reçus comme une eau fraîche après une journée de chaleur torride. L'aventure de ce Lafayette, il en rêvait, et, hormis Judith, il n'existait pas au monde d'être humain qu'il souhaitât plus ardemment approcher que cet homme-là. Aussi trouva-t-il le Nantais passionnant dès l'instant où Jean-Pierre eut prononcé les mots magiques « Amérique » et « insurgent ». Dieu, que ces jeunes gens sont pressés, soupira le Nantais en vidant son gobelet d'un seul coup. J'allais y venir. Mais d'abord, comment t'appelles-tu, toi? Le nouveau? Gilles Goëlo. Eh bien, sache, mon garçon, qu'il existe à Nantes des hommes qui croient à la libération des Américains et qui sont décidés à tout pour les y aider. Le plus important d'entre eux est un seigneur puissamment riche, grand armateur nantais, maître des eaux et forêts de France, possesseur d'un château royal, ami personnel de ce monsieur Franklin qui, à Paris, habite son superbe hôtel. Et il est mon maître. Ajouta-t-il, avec un orgueil qui laissait entendre qu'au fond, parmi tous ces titres impressionnants, c'était encore le dernier qui était le plus important. Ce seigneur, qui a avoué une grande partie de sa fortune à celle... Non, ce seigneur, qui a voué une grande partie de sa fortune à celle des insurgents, arme actuellement, dans le port de Nantes, le plus grand de ses navires à destination de Boston. Tous les jeunes gens de cœur qui souhaitent se dévouer à une noble cause, tout en courant l'aventure et en posant les jalons de leur fortune, peuvent y trouver place. Et j'ai été spécialement chargé de choisir dans la région ceux qui me paraissent les plus dignes d'un si grand destin. Voulez-vous en être? Je ne désire rien de mieux, répondit Gilles. Mais pourquoi vous tenez-vous dans cette taverne où, entre nous soit dit, les gens convenables sont rares? Vous avez l'air de vous cacher. Que n'allez-vous au chapeau rouge ou au dauphin couronné et ne faites-vous proclamer par les crieurs publics l'offre de votre maître? Au fait, comment s'appelle-t-il? Je ne me souviens pas de vous avoir entendu prononcer son nom. C'est que, justement, il n'est pas fait pour être prononcé dans un pareil lieu. Mon jeune ami... Non, pardon. C'est que, justement, il n'est pas fait pour être prononcé dans un pareil lieu, répliqua sévèrement le Nantais. Quant à votre objection, mon jeune ami, elle prouve que vous êtes à la fois observateur et intelligent, mais peu au fait des choses de la politique. Avez-vous vu, jusqu'à ce jour, notre roi bien-aimé envoyer des troupes aux insurgents? Je ne parle pas de ce monsieur de Lafayette qui était parti tout seul, mais de troupes véritables, avec des canons et des généraux. Non, mais il se pourrait... Voilà où le bât blesse. Il se pourrait. Mais il ne se peut pas encore. Et mon maître risque tout bonnement de déplaire à sa majesté en prenant sous son bonnet d'envoyer personnellement du secours à ces bonnes gens. Il y risque son crédit et une foule d'autres choses qui exigent le secret. Avez-vous compris? Gilles hocha la tête. Je crois, oui. Pourtant, j'aimerais tout de même savoir comment se nomme cet homme miraculeux, même si c'est un sacrilège de prononcer son nom ici. Le Nantais poussa un soupir déjà résigné, puis, passant un bras autour du cou de chacun des garçons pour les pencher vers lui, il jeta autour de lui un regard bourré de circonspection, comme s'il s'attendait à voir fleurir subitement tous les espions du lieutenant de police, et chuchota enfin « Il se nomme
Monsieur de Donatien, le ray de Chaumont. Cela vous satisfait-il? Mais dépêchez-vous d'oublier ce nom pour que la honte de mon indiscrétion s'efface. Et maintenant que nous sommes d'accord, prenons nos dispositions. Embarquement à la marée dès demain soir. Embarquement à la marée de demain soir. Gilles tressaillit et s'écarta. « Demain? Mais c'est impossible. » « Et pourquoi ça, impossible? » « Mais parce que c'est beaucoup trop tôt. Enfin, Jean-Pierre, dis-le lui. Nous n'avons pas l'intention de disparaître de Vannes comme des malfaiteurs. Laissez-nous au moins le temps de nous assurer que nos familles refuseraient absolument de nous laisser changer d'orientation. »« Pour moi, c'est déjà fait, » fit Jean-Pierre, sombrement. « Si je refuse d'être tabellion, mon père me déshérite. Et si je ne m'embarque pas tout de suite, il m'enverra la marée chaussée aux fesses. Je partirai demain. »« Eh bien, pas moi. Tu ne m'as pas dit que nous serions obligés de couper les ponts si vite. Souviens-toi, ce matin seulement tu parlais d'embarquer sur le Saint-Nicolas quand il reprendrait la mer. Ce matin encore j'ignorais que tu avais les mêmes idées que moi. Et j'avais le droit de me méfier. J'avais raison aussi, puisque tu as peur. » Gilles se leva si brusquement que la table bascula. Ses yeux lançaient des éclairs et ses traits avaient pris la dureté de la pierre. « Ne redis jamais une chose pareille, » fit-il. « Car sur mon âme, je ne le tolérerai de qui que ce soit. Je n'ai pas peur et tu le sais. Simplement, je ne veux pas briser le cœur de ma mère sans être certain qu'elle ne me laissera pas le choix. Je demande seulement quelques jours pour m'en assurer. Si tu m'avais averti que tu songeais à un départ immédiat, je te l'aurais dit. » Jean-Pierre, qui s'était levé lui aussi, perdit graduellement la couleur pourpre qui l'avait envahi. Il esquissa même un sourire. « C'est juste. Pardonne-moi. Le mal vient de ce qu'on ne se connaît pas assez encore. Eh ben, attendons quelques jours. » Le Nantais, qui avait suivi la conversation avec plus d'intérêt qu'il ne le montrait, eut un claquement de langue mécontent. « Attendez, Non, attendre. Comme vous y allez, le bateau prendra la mer bientôt. Quant au prochain départ, je ne sais pas quand il aura lieu. Je veux bien t'accorder quelques jours, mon garçon. Mais si ton camarade est prêt, il vaudrait mieux qu'il parte dès maintenant. Au fond, il t'attendra aussi bien à Nantes et pourra même veiller à ce que l'on te garde ta place. D'ailleurs, je ne pensais pas que vous seriez deux. » Gilles et Jean-Pierre se regardèrent, visiblement indécis. Dans les yeux du second, il y avait une impatience, une hâte si visible que le premier sentit quel sacrifice représenterait l'attente. Il sourit à son tour. « Il a raison. Pars le premier. De toute façon, je te rejoindrai, et il est inutile de perdre son temps à deux. » « C'est vrai. Tu ne m'en voudras pas ? » ?»« Absolument pas. Nous ne sommes pas tout à fait dans la même situation. Pars sans crainte. » « Merci. Dans ce cas, monsieur, dites-moi ce que je dois faire, » ajouta-t-il en se tournant vers le Nantais. Mais celui-ci hocha la tête. « Je vais te le dire. Seulement, dans ces conditions, il faut que ton camarade s'en aille, car on ne sait jamais, et un mot imprudent est vite prononcé. N'y vois pas offense, hein, mon garçon, mais simple prudence. Quand tu seras décidé, tu reviendras ici me voir, et je t'indiquerai ce que tu devras faire à ton tour. D'accord ? D'accord, je m'en vais. La bonne nuit à toi, Jean-Pierre. On se reverra demain. Et que Dieu te garde. Dieu te garde, Gilles Coelho. À demain. Laissant son camarade à la table du Nantais, Gilles quitta l'hermine rouge sans se retourner et avec un bizarre sentiment de soulagement. Après les lourdes odeurs d'alcool, le froid vif du dehors lui parut délicieux. Il aspira 2 ou 3 fois l'air marin, où s'attardait une odeur d'algues et de poissons,
avec une sorte de volupté. Mais, comme il ne faisait pas chaud, il se mit à courir le long du port afin de regagner la rue Saint-Gwenaël. Il allait atteindre l'arche de la porte Saint-Vincent quand il entendit, derrière lui, un bruit de course. En même temps, une voix féminine étouffée et haletante s'écriait « Arrêtez-vous, s'il vous plaît! Vous courez trop vite pour moi !» Il s'arrêta, se retourna et, dans la coulée jaune d'une fenêtre éclairée, vit danser un jupon rouge et les bas-volets blancs d'une coiffe vantaise. Avec étonnement, il reconnut la jeune servante que le Nantais avait appelée Manon. Un châle noir serré autour de ses épaules, elle courait, légère, sur les gros pavés ronds. « C'est à moi que vous en avez ?» demanda-t-il, quand elle fut tout près. « Oui. Il faut que je vous parle. Mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai dit que j'allais à la réserve chercher de l'huile pour les lampes. Vite, venez ici. » Il sentit sur sa main une petite patte froide et dure, singulièrement vigoureuse, qui l'attira au plus sombre de l'arche sur laquelle Saint-Vincent Ferrier, en costume d'évêque, bénissait inlassablement le port. « Qu'avez-vous donc à me dire de si pressant ?» demanda Gilles, intrigué. Manon respira 2 ou 3 fois pour reprendre son souffle. Elle était si près de lui que, sous le châle, Gilles pouvait sentir les battements précipités de son cœur, et malgré sa course au grand air, elle apportait avec elle, imprégnant ses vêtements, l'odeur de la taverne, tabac et alcool mélangés. Elle n'avait pas lâché sa main, et il sentit qu'au contraire, elle la serrait plus fort. « Ne partez pas avec le Nantais !» chuchota-t-elle très vite. « J'ai entendu ce qu'il vous disait. C'est un mauvais homme, un brigand, et il ne travaille pas du tout pour un grand armateur de Nantes. » « Pour qui, alors ?»« Je sais pas, au juste. Je crois que c'est pour un contrebandier espagnol qui relâche parfois à ce que l'on dit dans le Golfe. On entend de ces choses à l'Hermine Rouge. Mais il vaut toujours mieux les oublier. Mais enfin, le Nantais est un homme du diable. Écoutez, il y a 2 ans, il est déjà venu dans cette ville, et 3 jeunes garçons ont disparu. On a dit qu'il s'était embarqué à l'Orient pour faire la course aux Indes occidentales. Mais un marin doré qui a été prisonnier à Alger et racheté par les pères de la Merci m'a raconté après boire qu'il avait vu l'un d'entre eux là-bas, esclave d'un homme riche à la peau noire, en fait de l'Orient. Il avait été embarqué une nuit sur le navire de l'Espagnol, et l'Espagnol l'avait vendu au barbaresque. Si vous partez, c'est cela qui vous attend. Je vous en supplie, n'y allez pas. » Les paroles de la jeune servante répondaient trop à ce sentiment de méfiance que le Nantais lui avait inspiré à première vue pour que Gilles les mît en doute un seul instant. En outre, sa voix avait une sincérité, une ardeur convaincante. Pourtant, quelque chose lui échappait, et il ne put s'empêcher de lui demander « Depuis combien de temps le Nantais est-il ici ?»« 2 ou 3 mois, peut-être plus, je ne sais pas trop. » « Est-ce que d'autres garçons sont venus à lui depuis ?»« Oui, 3 ou 4, je crois. »« Et vous les avez prévenus ?» Il l'entendit respirer plus vite et comprit qu'elle hésitait, mais cela ne dura pas. « Non, dit-elle, c'est trop dangereux. Si le Nantais savait, ou seulement Yann Mahaudan, mon patron, je pourrais moi aussi disparaître. Alors pourquoi maintenant prenez-vous ce risque ? Pourquoi moi ? Elle n'acheva pas sa phrase et brusquement se colla contre Gilles. Ses bras glissèrent autour du cou du jeune homme et il sentit une bouche tiède se poser sur la sienne. Ce fut rapide, léger, mais passionné. Un instant, le corps de Manon épousa le sien des genoux aux lèvres, puis s'écarta comme s'il l'avait brûlé, tandis que la jeune femme murmurait un peu haletante. « Ne me demande pas pourquoi. Je n'en sais rien moi-même. Sinon que tu me plais comme aucun garçon ne m'a jamais plu. Tout à l'heure, quand je t'ai vu en face du Nantais, j'ai cru voir un goéland pris dans la glu et j'ai senti que si je le laissais faire de toi un esclave, je ne pourrais plus jamais dormir. Maintenant, je t'ai tout dit et il faut que je rentre. Fais bon usage de mon avis.
Mais arrange-toi pour qu'on ne sache jamais que je te l'ai donné, si tu ne veux pas avoir ma mort sur la conscience. » Elle allait partir. Ce fut lui qui la retint. Presque machinalement, à cause peut-être de l'émotion bizarre que le contact fugitif de son corps avait éveillée dans le sien, une émotion qui lui avait rappelé un peu ce qu'il avait éprouvé devant Judith. « Tu me sauves plus que la vie. Dis-moi comment je peux t'en remercier. » Il l'entendit rire et vit, dans l'ombre, briller ses dents. « En venant couper ma corde, le jour où l'on voudra me pendre. » « Pourquoi voudrait-on te pendre, Manon? J'appartiens à Yann Mahoudan. Et un jour ou l'autre, on l'arrêtera. Ce jour-là, il faudra bien que je le suive jusqu'au bout. »« Tu es sa maîtresse? » ?»« Oui. Et il tient à moi. Mais c'est à toi que je voudrais donner ce qu'il prend chaque nuit. Écoute, près de la porte du bourreau, à ma droite. Attends. Écoute. Près de la porte du bourreau, à main droite, il y a une masure sans étage. Ma sœur vit là-bas. Elle est infirme et file le lin pour gagner sa vie. J'y vais souvent le dimanche soir, à la nuit close, pour ne pas lui faire tort. Si tu veux de moi, viens m'y rejoindre un de ces soirs-là. Tout compte fait, je crois que ce sera encore la meilleure façon de me dire merci. Tu n'auras qu'à frapper 5 coups. Comme ça. » Elle repartit en courant, laissant à Gilles un vague regret et un profond sentiment de gratitude. La pensée de ce qui les attendait, Jean-Pierre et lui, si la petite servante ne s'était prise pour lui de cette étrange et soudaine tendresse, elle lui donnait la chair de poule. Grâce au ciel et à Manon, il n'était pas trop tard pour écarter le danger, mais il fallait avertir Jean-Pierre et l'empêcher d'aller le lendemain au dangereux rendez-vous du Nantais. Dans l'espoir de rencontrer son camarade, il retourna vers l'Hermine Rouge, mais sans aller jusqu'à la taverne afin de ne pas inquiéter Manon. Tapi dans le renfoncement d'une porte pour être hors de vue et avoir moins froid, il attendit que Jean-Pierre sorte et passe devant. Excusez-moi. Tapi dans le renfoncement d'une porte, pour être hors de vue et avoir moins froid, il attendit que Jean-Pierre sorte et passe devant lui comme il devait le faire normalement pour rentrer chez lui. Il attendit ainsi plus d'1 heure, et quand, impatienté, il se décida à aller coller un œil au carreau sale de la taverne, il s'aperçut que la table du Nantais était vide. L'homme avait disparu et Jean-Pierre aussi. Peut-être après tout était-il rentré par un autre chemin et sans passer sous la porte Saint-Vincent pendant sa brève conversation avec Manon. La nuit s'avançait. Pensant que son camarade serait au collège le lendemain et qu'il aurait tout le loisir de l'avertir alors, Gilles prit le parti de rentrer chez lui, s'y jeta sur son lit sans même prendre la peine de se déshabiller et dormit jusqu'au chant du coq d'un sommeil agité. Il fut à Saint-Yves parmi les premiers. Mais ce fut en vain qu'il attendit Jean-Pierre. Le jeune garçon ne parut pas et jamais journée ne sembla aussi longue à Gilles, dévoré d'inquiétude. Aussi, quand, enfin, le soir venu, le collège libéra ses élèves, courut-il d'une traite jusqu'à la rue des Vierges où le maître charpentier Quérel avait son logis. N'ayant guère fréquenté le fils jusqu'à ce jour, Gilles n'y était encore jamais venu, mais il était prêt à toutes les audaces pour arracher l'imprudent garçon au sort qui l'attendait. Malheureusement, il eut beau frapper et refrapper à la porte close. Personne ne vint ouvrir. Seule une voisine, attirée par le bruit, sortit sur le seuil de sa porte pour lui apprendre que maître Quérel et sa famille étaient partis la veille au matin pour Loudéac, afin d'y assister aux noces d'une cousine. « Mais Jean-Pierre n'est pas parti !» protesta Gilles. « Je l'ai vu hier soir !» La femme, visiblement, n'était pas de celles qui aiment que l'on mette en doute leurs informations. Elle recula dans l'ombre de sa porte qu'elle referma en criant « Passe ton chemin, j'ai dit ce que je savais !» Gilles n'insista pas. Au surplus, il en savait suffisamment. Cela expliquait cette grande hâte que Jean-Pierre montrait de quitter Vannes,
Il mettait à profit l'absence inespérée de ses parents et n'avait certainement eu aucune peine à obtenir qu'on le laissât au logis, car sur le chapitre des études, le père Quérel ne plaisantait pas à ce que l'on disait, et il ne pouvait être question pour son fils de manquer la classe quelques jours pour une chose aussi futile que le mariage d'une cousine. Mais où pouvait-il être maintenant? Le cœur lourd, envahi par un affreux sentiment de solitude et d'impuissance, Gilles laissa ses jambes suivre ses pensées et le ramener au port. C'était à la marée du soir que Jean-Pierre devait s'embarquer. La marée qui serait pleine à 10 heures. Et très certainement, le Nantais lui avait donné rendez-vous comme la veille à l'Hermine Rouge. En arrivant devant la taverne, il était décidé à tout. Dût-il déchaîner les pires catastrophes, il arracherait à ce misérable le lieu d'embarquement de son camarade. Il avait si peur pour Jean-Pierre qu'il n'avait même pas conscience du danger qu'il allait courir lui-même. Avant de franchir le seuil, il se contenta d'un rapide signe de croix, puis poussa la porte. Le décor était exactement le même que la veille, et Gilles eut l'impression de remonter le temps. C'étaient les mêmes dos, les mêmes fumées, les mêmes visages. Au comptoir, Yann Mahaudan avait exactement la même attitude, et les deux servantes les mêmes gestes en voltigeant parmi les tables. Oui, tout était pareil, sauf un détail. La table du Nantais était vide. Le cœur de Gilles cogna un peu plus fort, mais il serra les dents, redressa les épaules, et ce fut d'un pas parfaitement tranquille qu'il marcha vers le comptoir. Yann Mahaudan, sourcils froncés, le regarda approcher. « Que veux-tu, garçon ?» demanda-t-il d'une voix rocailleuse. « Tu es bien jeune pour le rhum ou les filles. » La préambule n'était pas encourageant. La mémoire de Yann Mahaudan était trop bonne pour qu'il n'eût pas reconnu un client de la veille, mais Gilles ne s'y arrêta pas. « Je veux voir le Nantais », fit-il froidement. Le patron torcha son nez sur un bras aussi velu que celui d'un ours, se racla la gorge, cracha, émit un petit rire, puis consentit à déclarer « Ça tombe mal, il est pas là. » Cependant, il m'a dit hier que je pourrais le retrouver ici quand je le voudrais. Peut-être bien. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il n'est pas là et qu'il viendra pas ce soir. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Qu'est-ce que tu lui veux? Gilles ignora la question, serra les poings, tandis que son regard, planté dans celui de Yann, durcissait lentement. « Cette affaire entre lui et moi, articula-t-il. Pouvez-vous me dire où le trouver? » « Non !» Yann avait presque crié le mot, et Gilles eut consciemment tout à coup du silence qui s'établit et de ce que tous le regardaient. Il eut conscience aussi de la présence de Manon, figée de terreur au bout du comptoir, cramponnant son plateau à deux mains. Pourtant, son regard à lui, maintenant glacé, ne quittait pas celui de Yann qui venait de vaciller brusquement comme celui d'un animal fasciné. L'ancien galérien n'avait encore jamais vu des yeux comme ceux-là, surtout chez un garçon si jeune. C'était comme deux lames d'épée enfoncées dans sa tête, rigides, implacables, des yeux d'oiseau de proie qui ne sciaient pas. Il eut hâte d'échapper à leur pouvoir et son malaise se traduisit en fureur. « Qu'est-ce que tu attends ?»« J'ai dit qu'il ne viendrait pas, quant à savoir où il est, je l'ignore. Peut-être au diable. En tout cas, il a quitté la ville. Maintenant, décampe, et qu'on ne te revoie plus ici. J'ai pas envie d'avoir maille à partir avec les argousins si on allait leur dire qu'il vient ici des mions de ton âge. » « Vous êtes devenu bien scrupuleux depuis hier, » commença Gilles. Mais il s'aperçut soudain le visage épouvanté de Manon. La petite servante était au bord de la syncope,
et il eut pitié d'elle. Haussant les épaules, il tourna les talons. « C'est bon, je m'en vais. » Et il sortit, la mort dans l'âme, sans même entendre le rappel hargneux de Yann Mahaudan, qui aboyait. « Où tu vas? Manon! C'est-il qu'il te manque encore quelque chose? Va plutôt servir à boire. » Cette nuit-là, Gilles ne rentra pas rue Saint-Gwenaël. Poussé par la colère impuissante, l'angoisse, et en dépit de tout espoir, il erra inlassablement sur le port, d'un bout de la Rabine à l'extrémité de Calmont-Bas, épiant les bateaux et le moindre mouvement qu'il pouvait y déceler, espérant toujours voir surgir la silhouette courtaute de Jean-Pierre. Et il descendit même la rivière jusqu'à la pointe de l'angle, scrutant les reflets de l'eau noire, à l'affût du moindre navire en partance. Mais la haute mer avait apporté avec elle un vent aigre, coupant et chargé de neige qui mugissait, tordant les chevelures hirsutes des pins maritimes. Et personne, ce soir-là, ne quitta le port de Vannes. Gilles, lui, ne sentait ni le froid, ni le vent, ni la fatigue. Il avait envie de crier, d'appeler ce garçon auprès duquel, durant des années, il avait vécu sans même s'en soucier et qui, tout à coup, lui était devenu aussi cher qu'un frère, ce garçon qu'il ne reverrait plus et qu'il ne pourrait pas sauver. Quand le petit matin se leva, gris sur la mer grise et sur les vasières découvertes par la marée retirée, dessinant vaguement les barques et la fourrure sylvestre de la petite île de Conlo habillée de brume, Gilles quitta enfin le rocher sur lequel il était venu s'abattre au terme de sa course solitaire, et, forçant à la marche ses longues jambes engourdies par le froid, reprit lentement le chemin de la ville, le cœur vide d'espoir et la tête lasse. La cloche de l'île, sonnant l'Angélus, le ranima. Il se rappela tout à coup que l'on était dimanche, et que c'était le jour où Manon se rendait dans la petite maison de la porte du bourreau pour y voir sa sœur, la petite maison où elle lui avait donné rendez-vous. Alors il se mit à courir. Quand il atteignit la rue Saint-Gwenaël, c'était l'heure de la première messe, celle que fréquentaient les servantes et les vieilles demoiselles pieuses qui d'ailleurs iraient encore par la suite entendre la grand-messe. Des formes noires se hâtaient avec précaution sur la mince couche de neige craquante qui ouatait les pavés et ourlait les toits pointus. Alors, pour éviter d'être reconnu, il se glissa dans l'ombre de la vieille halle jusqu'à ce qu'il ait vu passer sa logeuse, suivie de la servante. Sûr alors de n'être plus rencontré, il regagna sa chambre glacée pour y reprendre quelque force et attendre, sans aucune patience, la fin du jour. Heureusement, la nuit tombe vite en hiver. Le temps couvert la fit plus rapide encore, et elle était fort noire quand Gilles, enveloppé d'un vieux manteau hérité de son parrain, se dirigea vers la maison de la fileuse. Ce n'était pas loin. Il suffisait de contourner la cathédrale et d'enfiler l'étroite ruelle passant sous la porte du bourreau débouchant de l'autre côté des remparts. Le chemin était désert, le silence total, et sans la neige, il aurait fallu des yeux de chat pour s'y reconnaître. Pourtant, Gilles repéra tout de suite la maisonnette. Collée contre l'énorme muraille, elle formait une boursouflure malsaine, avec son encorbellement menaçant ruine et son toit posé de guingois comme le chapeau d'un ivrogne. La lumière jaune, qui filtrait de 2 volets clos, lui faisait des yeux sinistres. Mais Gilles, bien décidé à en apprendre davantage sur les occupants de l'Hermine Rouge, s'avança vers la porte étroite percée d'un judas grillé et frappa comme Manon lui avait montré. Le judas s'ouvrit presque instantanément. Derrière le grillage, la flamme d'une chandelle révéla un visage pâle aux yeux inquiets qui, très vite, s'éclairèrent. « C'est toi !» souffla Manon. « Je ne t'espérais pas si tôt. Attends un instant. Je t'ouvre. » Il y eut le bruit assourdi d'une barre que l'on retirait, puis celui d'une gâche bien graissée qui jouait, et le battant s'écarta sans le moindre grincement. Comme sous l'ombre de la porte Saint-Vincent, la petite main rêche de la jeune servante saisit celle du garçon pour l'attirer à l'intérieur. « Entre vite et ne fais pas de bruit. Ma sœur dort là.
dit-elle, en désignant du menton une porte close découpée au fond du couloir dont les murs peints à la chaux étaient d'une éclatante blancheur. Je viens peut-être trop tard. Vous alliez sortir ?» balbutia Gilles en constatant que Manon portait sur ses épaules une grande mante brune à capuchon. Mais elle haussa les épaules avec insouciance et se mit à rire. « Trop tard? Non. Simplement, je n'espérais pas ta visite ce soir et j'allais retourner à l'Hermine parce que je m'ennuyais. Et tu es le bienvenu. » Elle l'entraînait vers la tache claire que dessinait sur le dallage une porte ouverte. Et brusquement, Gilles se trouva dans un univers parfaitement inattendu chez une modeste servante de cabaret. La chambre qu'on lui ouvrait était petite et basse sous ses grosses poutres brunes, mais elle était charmante et presque élégante. Un tapis persan couvrait les dalles de pierre. De grands rideaux en mousseline des Indes pendaient au-dessus du lit habillé de soie rose. Des gravures de fleurs égayaient les murs blancs ainsi que quelques jolis meubles laqués gris et près de la cheminée, où flambait un bon feu, une petite table à ouvrage montrait un ouvrage de dentelle abandonné. Ravi de l'effet produit, Manon suivait en souriant les marques de surprise sur le visage de son compagnon. « Cela te plaît ?»« Bien sûr. Je ne m'attendais pas à trouver une chambre comme celle-là dans la pauvre maison d'une pauvre fille comme moi. Faut bien que ça serve à quelque chose de se laisser tripoter par les grosses pattes de Yann Maotan. À l'Hermine Rouge, je suis sa servante. Mais ici, c'est moi qui commande. Et j'ai aussi de belles robes, tu sais. Attends, je vais me faire belle pour toi. Assieds-toi et ferme les yeux. » Elle rejetait sa mante, courait vers un coffre peint, comme en ont les capitaines de navires posé dans un coin, en tirait un nuage rose et fébrilement commençait d'ôter son fichu brodé. Gilles l'arrêta. « Écoute, je suis pas venu pour ce que tu crois. » Les doigts de Manon retombèrent comme des oiseaux touchés en vol, tandis qu'elle levait sur le jeune homme un regard lourd de peine. « Ah ? Quoi alors ? À cause de mon ami. Ce garçon qui était avec moi l'autre soir. Je l'ai cherché toute la journée d'hier et toute la nuit. Je voulais lui dire de ne pas rejoindre le Nantais et je l'ai pas retrouvé. » Dans les yeux de la fille, la méfiance remplaça la déception. Elle secoua la tête comme pour en chasser une pensée importune. « Alors oublie-le. Tout de suite. » cria-t-elle. « Personne au monde ne peut plus rien pour lui. Et moi, je ne te dirai pas un mot de plus à ce sujet. » Pourtant, elle vint vers lui si brusquement qu'il ne put retenir un geste instinctif de défense, mais elle se contenta de s'accrocher des deux mains à son bras levé. « Dis-toi, plus un mot là-dessus. Je veux vivre, tu entends ? Vivre. Yann Maotan est riche. Il me donne de l'or. Et avec l'or, on peut sortir même d'une prison. Moi, j'en mets de côté pour le jour où, si Dieu veut, je serai libre et pourrai oublier l'Hermine Rouge. Je t'ai donné un bon avis parce que tu me plais et que ça me faisait mal de t'imaginer sous le fouet d'un nègre. Mais ne m'en demande pas plus. Il est trop tard. » C'est un texte d'époque, petite pause pour le mot nègre. On est avec les négriers, les esclavagistes et tout ça. On va pas commencer à polémiquer. C'est l'écriture et c'est l'époque. Donc pour la peine, je vais même la relire, cette phrase. « Je t'ai donné un bon avis parce que tu me plais et que ça me faisait mal de t'imaginer sous le fouet d'un nègre. Mais ne m'en demande pas plus. Il est trop tard. »« C'est mon ami !» protesta Gilles avec une violence où se mêlait une espèce de délectation. C'était la toute première fois, en effet, qu'il lui était donné à lui. C'était la toute première fois, en effet, qu'il lui était donné à lui, le bâtard dédaigné des plus modestes, d'employer ces mots-là. Et il ne put résister au plaisir de les répéter une seconde fois, quoique plus doucement. « C'est mon ami. Tu en auras d'autres. Tu es de ceux qui doivent attirer facilement l'amitié des hommes.
et l'amour des femmes. Combien de maîtresses as-tu eu déjà ?» Il la regarda avec une stupeur vaguement scandalisée. « Des maîtresses ? Aucune, voyons. Je suis élève de Saint-Yves, » ajouta-t-il sévèrement, comme si c'était là une raison plus que suffisante, mais s'il espérait à impressionner Manon, il dut déchanter, car la fille de l'hermine rouge partit d'un fou rire aussi franc et aussi naturel que son étonnement. Elle riait tant qu'elle dut se plier en deux, les mains contre les côtes, tandis que les larmes lui jaillissaient des yeux et se laissa tomber sur le coffre. Sous les vagues joyeuses de ce rire qui déferlait sur lui, le garçon, lentement, devint tout rouge. « Je vois pas ce qu'il y a de drôle là-dedans, » gronda-t-il, vexé. « Les pères de Saint-Yves nous enseignent que la femme est l'instrument du démon, qu'elle est fausse, perfide et dangereuse, et que c'est la grande raison pour laquelle certains de ces bons pères s'aventurent parfois, habillés comme des notaires et leurs tonsures cachées sous une perruque dans les ruelles du port ou de l'arsenal, sans doute pour y vérifier à quel point sont dangereuses les filles qui y tiennent commerce de leur corps. Alors, vraiment, aucune femme. Jamais. Jamais. Quant à ce que tu viens de dire, je refuse de le croire. Et si cela est vrai, la raison ne peut être que sainte. Les pères sont accoutumés à se mesurer aux démons et à regarder le danger en face. Il faut bien aller là où Satan se cache. Eh bien, voyons si tu seras aussi courageux. Tu es taillé pour regarder, toi aussi, le danger en face, il me semble. » Tout en parlant, Manon ôtait sa coiffe, enlevait prestement les épingles qui retenaient sa chevelure, dénouait son fichu et faisait glisser sa robe. En un tournement, elle ne fut plus vêtue que de ses bas bleus tendres, retenus au-dessus du genou par des jarretières roses à bouffettes de dentelle. Dans la lumière chaude des chandelles et du feu, son corps brillait comme de la soie pâle. Moins gracile que celui de Judith, il dégageait une féminité plus affirmée et plus troublante. Sur des jambes un peu trop musclées, les hanches s'élargissaient, moelleuses. Les seins épanouis fléchissaient juste assez pour laisser supposer une longue habitude des caresses. Manon la prit dans ses mains et les massa doucement pour mieux ériger les pointes, puis elle se mit à rire. « Alors, comment trouves-tu le serpent ? À toi maintenant. » Enjambant le cercle de ses robes, elle vint à lui, qui la regardait, muet et déjà fasciné, se haussa sur la pointe des pieds pour effleurer ses lèvres d'un baiser léger, puis d'un autre, puis d'un troisième, et chuchota contre sa bouche. « Tu as de bien vilains habits. Voyons ce qu'il y a en dessous. » Avec une habileté dénonçant une longue habitude, elle fit glisser la veste noire, le long gilet, ouvrit la chemise qui montrait plus de reprises que de broderies, et glissa ses mains le long du torse du jeune homme. Leur peau était chaude, un peu rêche, et leur contact électrisa Gilles. En même temps, le ventre de Manon, collé au sien, se mettait à onduler lentement, et éveillant la virilité du garçon avec une soudaineté qui fit sourire la fille. « Eh bien, fit-elle, moqueuse, il était temps que je m'occupe de toi. » Mais il ne l'entendit même pas. Le diable inconnu qui l'habitait et faisait de ces nuits étranges
le diable inconnu qui l'habitait et faisait de ses nuits d'étranges aventures se déchaîna soudainement. Empoignant la fille aux hanches, il la jeta sur le lit, se laissa tomber sur elle et se mit à l'embrasser avec une ardeur maladroite, tandis que ses mains pétrissaient au hasard ce qui leur tombait sous les paumes. Malmenée, à demi étouffée, Manon le repoussa vigoureusement et protesta, riant toujours. « Miséricorde! Comme tu y vas pour un coquin !»« Miséricorde! Comme tu y vas pour un coq-bain !»« Laisse-moi au moins respirer !» Vexé, il s'écarta d'elle. Je voulais pas te faire de mal. Excuse-moi, fit-il d'un ton contrit. Tu ne m'as pas fait mal. Seulement tu es trop pressé. Tu ignores tout de l'amour. Et d'abord, que pour être bien fait, il y faut du temps. Dis-moi, joues-tu d'un instrument de musique ? Non, mais j'aime la musique, répondit Gilles qui ne voyait pas le rapport. Eh bien, n'oublie jamais ça. Un corps de chair, c'est comme un instrument. Il faut apprendre à en jouer. Et moi, je vais t'apprendre. Malgré sa jeunesse, la petite servante de l'Hermine Rouge était un excellent professeur plein de délicatesse et de vitalité, et Gilles prit à cette première leçon de choses un plaisir si vif qu'à peine ranimé d'une bienheureuse inconscience consécutive à une sensation parfaitement neutre, il réclama sur-le-champ une nouvelle édition qui lui fut généreusement accordée, et puis une troisième. Mais cette fois, l'élève prit la direction des opérations et se montra si brillant que Manon, encore haletante, chuchota contre son oreille « Il vaut mieux que tu ne reviennes pas trop souvent ici, car si je me mettais à t'aimer, je ne serais plus en sécurité. Mais je veux revenir. Il y a des leçons que l'on ne doit pas se lasser d'apprendre, » fit-il joyeusement. « Tu n'as déjà plus grand-chose à apprendre. Comment feras-tu lorsque tu iras à confesse ? On dit ceux de Saint-Yves très sévères sur ce chapitre. » D'un geste insouciant, Gilles balaya tout un horizon de coups de fouet et de douloureuses stations sur les dalles de la chapelle. « Je ne dirai rien et voilà tout. Mieux vaut se taire que promettre de ne plus recommencer. Et ne pas tenir. Mais... dis-moi, Manon, c'est de Yann Mahaudan que tu tiens toute cette jolie science. » L'expression de détente bienheureuse s'effaça brusquement du visage de la jeune femme. « Tu n'aurais pas dû me parler de cette brute. Bien sûr que non, c'est pas de lui. Mon premier amant était un cornette du régiment de Walsh. Il était jeune. Il était beau, comme toi. Il était tendre aussi. J'étais folle de lui, et naturellement, je me moquais de Yann. Qu'est-il devenu ? La mère l'a rejeté un matin. Il avait été poignardé. On n'a jamais trouvé de coupable. » Il avait des larmes dans ses yeux, mais brusquement, elle se serra contre Gilles, colla sa bouche à la sienne. « Je ne veux plus y penser. Je ne veux plus y penser. Aime-moi encore. Et puis reviens, chaque fois que tu en auras envie. Reviens. Je t'attendrai toutes les nuits après mon service. Je n'aurai qu'à dire que ma sœur est malade, que je dois veiller sur elle. » Quand, au plus profond de la nuit, Gilles quitta enfin la maison de la fileuse, il sentait les jambes molles et le corps las. Il se sentait les jambes molles et le corps las, mais l'esprit extraordinairement... Il se sentait les jambes molles et le corps las, mais l'esprit extraordinairement clair et libre. Il ne parvenait pas à comprendre pour quelle raison les pères de Saint-Yves faisaient un crime d'une chose aussi simple, aussi naturelle et aussi délicieuse que l'amour. Et il éprouva, pour celle qui venait de le lui révéler, une reconnaissance bien proche de la tendresse. Tout était silencieux et le froid mordait plus vif.
Il se mit à courir pour se réchauffer, mais comme il allait franchir la porte du bourreau, des mains invisibles s'abattirent sur lui, le jetèrent dans la neige durcie, tandis que d'autres faisaient pleuvoir sur lui une grêle de coups contre lesquels il chercha vainement à se défendre. Aveuglé, la tête sonnant comme un bourdon de cathédrale, il tenta de se protéger avec ses pieds sans réussir. Enfin, un corps lourd, puant la crasse et le rhum, s'abattit sur lui. Des mains rugueuses comme une pierre ponce saisirent son cou et se mirent à serrer lentement, tandis qu'une voix feutrée, sifflante, lui lançait au visage une haleine nauséabonde. « On te laisse pour cette fois, morveux !» gronda son agresseur. « Mais si jamais tu as l'imprudence de revenir à cette maison, ou encore de prononcer seulement le nom d'une certaine taverne, on te fera ton affaire. » Et aussi de celle de cette garce de Manon. Un mot de ta part, un seul, ou même un geste, et vous irez, tous les deux, visiter la rivière avec un boulet de 20 livres au pied. Il y a des choses auxquelles... Ça va. Coupa l'autre homme, dont Gilles n'apercevait rien, sinon une masse d'ombre plus noire sur la neige. Pas tant de discours, dépêche. Il doit avoir compris qu'il a tout intérêt à la boucler. Les mains qui serraient sa gorge s'écartèrent, mais Gilles n'eut pas le temps d'apprécier la différence, car un violent coup de poing, appliqué sous le menton, le plongea dans une inconscience, sinon bien heureuse, du moins immédiate. Et ce fut un corps inerte que les deux hommes emportèrent un peu plus loin pour l'abandonner au froid de la nuit, sur le revers d'un fossé. Fin du chapitre 2. Voilà. J'ai eu un peu plus de mal que la dernière fois. C'était un petit peu plus foufou. Avec une découverte de l'amour, j'ai vu le truc de moins de 18. Ça va, il n'y aura jamais de scène de... Regardez, quand même, c'est quand même pas... Vous voyez l'écriture, le talent de l'écriture, attends, c'était où ? Moi qui lis beaucoup de romances et compagnie, quand ça parle du moment sexuel, tout ça, et quand ça veut décrire la virilité, justement, entre guillemets, du garçon, ou... comment ça a été tourné ? Voilà, cette phrase. Leur peau était chaude, un peu rêche, et leur contact électrisa Gilles, donc électrisé, on imagine, voilà, on ressent. En même temps, le ventre de Manon, collé au sien, se mettait à onduler lentement, éveillant la virilité du garçon avec une soudaineté qui fit sourire la fille. Tu vois, juste comment décrire voilà ce qui se passe physiquement chez nous. Et après, ce que j'ai aimé, c'était surtout comment ils décrivent le genre rebelote et rebelote. Malgré sa jeunesse, la petite servante de l'Hermine Rouge était un excellent professeur plein de délicatesse et de vitalité, donc on imagine, voilà. Et Gilles prit à cette première leçon de choses un plaisir si vif qu'à peine, et c'est là la formulation, à peine à ranimer d'une bienheureuse inconscience. Magnifique. Ça veut dire, voilà, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, après qu'il est, pardon, mais on va être à nouveau la gaule après avoir joui, quoi. Tu vois, c'était ça. Consécutive à une sensation parfaitement neuve, parce que c'est la première fois, donc il se fait dépuceler. Tout ça, ça veut dire ça, de manière hyper belle et littéraire et poétique. Il réclama sur le champ une nouvelle édition, qui lui fut généreusement accordée, puis une troisième. Putain, c'est beau. Non, c'est très très bien écrit. Pardon, c'est juste que ça me fait kiffer là d'avoir une littérature comme ça pour pouvoir parler de sensualité, d'érotisme, d'amour. Et encore, c'est même pas de l'érotisme là, c'est juste la description de la découverte de l'amour et de la sensualité chez un jeune garçon, ce qui se fait naturellement dans la vie. Et ces deux jeunes gens de toute façon. Et en ça, il n'y a pas ni prosélytisme, ni de pédophilie ou de jouissance, de plaisir à lire ou à voir ou à s'imaginer. C'est juste la vie et c'est bien dit et c'est bien écrit et c'est joli. Moi, je trouve en tout cas. Voilà, c'était la petite session lecture.